Bonjour, la séance du conseil municipal est ouverte. Madame Maes va faire l'appel. Présent. Monsieur Chaurel Jean-Pierre. Madame Sarkissian Dalida. Monsieur Rocheteau Philippe. Madame Nadjarian Marlène. Monsieur Bertoncini Franck. Madame M. Élodie. Monsieur Féani Laurent. Madame Baudin Christiane. Madame Bourgeois Ginette. Monsieur Valéro Gérard. Monsieur Maës Jean-Michel. Monsieur Roux Christian. Moi-même présente. Madame Bertomiri Pascal. Monsieur Caparros Michel. Absent. Madame Gourou Valérie. Monsieur Moedel Alice, représenté par Madame Bertomiri. Madame Ruveste Ségolène. Monsieur Secadi Michel. Monsieur Garcia Antoine. Monsieur Champion Yannick, représenté par Monsieur Garcia. Madame Goncalves Manuela. Madame Sergio Floriane. Monsieur Palix Christian. Absent. Monsieur Vivier Christian. Madame Lantillon Christine, représentée par Madame Sergio. Madame Austen Véronique. Alors, on commence par une décision du 14 mars 2016, augmentation des tarifs de l'accueil de loisirs sans hébergement pour l'année 2016. La décision est jointe. Deux contentieux. Un qui concerne M. Jean-François Vincent contre la commune de Bandol. Par requête présentée le 22 février 2016, M. Vincent interjette appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon le 22 décembre 2015, rejetant sa demande d'annulation du PLU de la commune de Bandol. Il demande ainsi l'annulation du dit jugement, l'annulation de la délibération du 20 août 2013 approuvant le PLU de la commune de Bandol et la condamnation de la commune au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. La défense de la commune est assurée par Maître Consali. Et l'autre contentieux, c'est un recours contre la commune de Bandol pour un PC accordé le 21 juillet 2015 à la SARL Germain, représentée par M. Germain, permis accordé et également permis accordé le 26 août 2015 à M. Baya Alain. Par requête présentée le 15 janvier 2016 devant le tribunal administratif de Toulon, les associations Confédération Environnement Méditerranée et Bandol Littoral sollicitent l'annulation des arrêtés de permis de construire suivants. Donc c'est les deux que je viens de citer. Il y a un compte-rendu à voter qui est celui du jeudi 10 mars 2016. Donc s'il n'y a pas d'observation, Monsieur Garcia. Monsieur le maire, ça concerne la délibération 22. Concernant le financement de l'opération Impasse de Frontenac, M. Champion nous a demandé si la garantie d'emprunt allait faire l'objet d'une délibération. Votre réponse, est-ce que c'est une obligation? Et vous deviez poser la question. Qu'en est-il? La question n'a pas été posée, mais peut-être qu'on a la réponse. Si vous ne l'avez pas, nous, on s'y est intéressés, je peux vous dire quelques lignes. Allez-y, on vous écoute. Il faut savoir que la réglementation encadre de manière très stricte les garanties que peuvent apporter les collectivités. L'octroi de garanties d'emprunt donne lieu à délibération de l'Assemblée délibérante. La garantie fait l'objet de conventions qui définissent les modalités de l'engagement de la collectivité, montant du prêt, organisme prêteur, taux et durée de l'emprunt. C'est l'article L2252-1 à L2252-5. C'est tout? Oui. D'accord, je vous remercie, on va vérifier bien sûr, et si ça doit passer en délibération, on le fera. Merci. Donc si vous voulez bien le noter. Donc nous allons passer à la première délibération. Madame Sergio. Est-ce que je peux faire une très courte intervention de la part de Madame Lantillon, s'il vous plaît? Je vous écoute. Donc c'est Christine Lantillon qui parle.
Donc, avant tout, je suis navrée d'être absente. J'aurais préféré prononcer moi-même cette déclaration, mais mon état de santé me l'empêche pour le moment. J'ai donc demandé à Floriane Cercio de le faire à ma place. J'ai été élue conseillère municipale d'opposition avec M. Palix en décembre 2015. Ce dernier étant absent, de mon côté, je souhaite pouvoir travailler au sein d'un groupe soudé et construit dont l'objectif est de mener une opposition active, dynamique, efficace et constructive. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de rejoindre le groupe d'opposition de Mme Cercio afin de pouvoir travailler durablement, avec conviction, au service de Bandol et des Bandolais. Je vous remercie. Merci Madame. Donc délibération numéro 1, vote du budget primitif, exercice 2016. Donc vous avez le montant sur la délibération. Pour la section de fonctionnement, le budget s'élève à 25 millions d'euros, 293 1631, et pour la section d'investissement à 8 727 990. Pour commencer, je pense que c'est important de situer le contexte actuel. Ensuite, je vous donnerai une synthèse très rapide de ce budget et on passera au détail des dépenses, des recettes de fonctionnement et d'investissement. Alors, en préambule, je rappelle, j'aurai l'occasion de le redire, que nous avons fait des efforts considérables d'économie pour pouvoir investir, et ce, malgré la baisse considérable des dotations de l'État. Les arbitrages pour 2016 ont été une nouvelle fois serrés, mais je n'envisage pas cette année de baisser à la fois les charges à caractère général et les charges de personnel, afin de continuer à assurer une qualité du service public. La synthèse, qu'est-ce qui ressort de ce budget? Bien évidemment, c'est ce qu'on peut virer de la section de fonctionnement à la section d'investissement. C'est ce qu'on appelle le virement à la section d'investissement. Le montant, cette année, heureusement, est assez élevé, de 3 764 924 euros, et qui est décomposé en un autofinancement prévisionnel, et ça change des années précédentes, puisque les recettes sont supérieures aux dépenses, et cet autofinancement prévisionnel, sans compter les opérations d'ordre, s'élève à 315 675 euros. Ce virement est également composé de l'excédent reporté, qui est de 3 449 249 euros. Cette somme permet de rembourser le capital de l'emprunt et également d'investir. Donc, pour l'année 2016, ça ne se présente pas si mal que ça, mais nous aurons peut-être l'occasion de revenir dessus, pas si bien non plus. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, donc vous avez un rapport de présentation qui vous a été fourni. Parmi ces recettes de fonctionnement, il y a bien entendu les ressources fiscales, avec une partie de recettes aléatoires, qui sont le produit des jeux, les produits du casino et les droits de mutation. La dotation globale de fonctionnement et les autres dotations, donc vous avez pu constater que malheureusement, elles fondent comme neige au soleil. Et donc l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement s'élève à 21 828 000 euros. En ce qui concerne les ressources fiscales, c'est le chapitre 73. La dernière fois, nous avons voté les taux. Les taux de fiscalité restent stables pour l'année 2016 et le montant des contributions directes attendues est de 10 515 000 euros. Alors bien entendu, il y a une incertitude
qui persiste au niveau des recettes du casino, avec l'ouverture des casinos de la Seine et de la Ciotat. Le montant inscrit au budget primitif cette année est de 1 500 000 €. En ce qui concerne les droits de mutation, le montant inscrit au budget primitif est de 1 100 000 €. Pour ce qui est des dotations, le chapitre 74, la dotation globale de fonctionnement perçue par la ville s'est levée l'an passé à 1 548 000 € et en 2016, l'évaluation est de 1 128 000 €, c'est-à-dire une perte de un peu plus de 420 000 €, ce qui est considérable et ça n'est pas terminé. Pour ce qui est des autres produits, j'attire votre attention sur le chapitre 77 qui correspond essentiellement aux recettes liées au contentieux Signa City. Heureusement, la ville a obtenu gain de cause et donc encaissé de manière exceptionnelle cette année un montant de 362 000 €. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, elles s'élèvent à 21 108 000 €. Donc vous voyez que les recettes réelles de fonctionnement sont supérieures aux dépenses, fort heureusement. Ça comporte les charges de personnel, les subventions, les participations, les charges à caractère général, les charges financières et les autres charges de fonctionnement. En ce qui concerne les charges de personnel, elles sont évaluées pour 2016 à 10 701 000 €, ce qui représenterait 50,7% des dépenses réelles de fonctionnement, ce qui est un montant qui reste trop élevé, je vous l'accorde. En 2016, le chapitre 012 doit absorber le coût des élections et du recensement, et ça représente à chaque fois un peu plus de 40 000 €. En 2016, il y aura 3 départs à la retraite et un recrutement. Donc nous avons décidé le recrutement d'un électricien de manière à faire baisser les charges à caractère général en évitant de recourir tout le temps à des entreprises privées. Les subventions et participations, donc ça c'est le chapitre 65. La participation au SDIS, au service incendie, est un petit peu plus faible que l'an passé, 790 000 € au lieu de 940 000 €. Et cette baisse est liée à un nouveau mode de calcul de répartition entre les différentes communes. La subvention au SIEOG, le syndicat d'électricité, augmente de 260 000 €. En 2015, c'était 893 000 € et on passe à 1 160 000 €. Et cette augmentation correspond à des engagements qui ont déjà été pris par le passé auprès du Simielec pour l'enfouissement des lignes électriques. Pour ce qui est du montant des subventions aux associations, il est de 486 000 € contre 536 000 € en 2015. Alors ça paraît être une somme inférieure, mais il faut noter qu'en 2015, il y avait une subvention de 115 000 € pour l'association Les Pointus qui ont organisé le tricentenaire, cette manifestation donc l'an passé sur plusieurs jours. Les subventions d'équilibre concernent la Caisse des écoles pour 290 000 €, le CCAS pour 310 000 € et la Régie des transports 135 000 €. Les charges à caractère général, donc c'est le 011. Après avoir donc réalisé des économies considérables sur les 2 dernières années, plus d'1 million d'euros, il a été décidé de stabiliser les dépenses. Au budget primitif 2016, donc les prévisions s'élèvent à 4 987 000 €. Les dépenses imprévues, c'est le 022. Cette année, nous avons prévu 700 000 € de dépenses imprévues. En tout cas, c'est les crédits que je propose d'ouvrir. Dans la mesure où le budget primitif 2016 intervient
après le vote du compte administratif, il intègre le résultat 2015, et donc il y a eu une affectation du résultat, ce qui explique les sommes un petit peu importantes dont nous disposons, mais je rappelle une fois de plus que l'avenir ne nous réserve pas que des bonnes surprises. Les charges financières, le 66, s'élèvent à 299 000 euros, donc elles diminuent de 8 et quelques pourcents. Ça, c'est dans le cadre du remboursement progressif de la dette. En ce qui concerne la section d'investissement, les recettes, le chapitre 13 sont les subventions d'investissement, 253 000 euros, avec le produit des amendes de police et la subvention du conseil départemental. N'ont été inscrites au budget primitif que les subventions notifiées, et cette subvention a été notifiée. Au chapitre 16, c'est les emprunts. Donc nous avons prévu un emprunt d'1 500 000 euros pour réaliser les investissements 2016. Il y a également au chapitre 16 l'emprunt correspondant au crédit long terme renouvelable, le fameux crédit revolving, dont le sort est pour l'instant incertain. Le tirage de ce crédit est de 1 750 000 euros. Le chapitre 10, donc les dotations, fonds divers et réserves, avec le fonds de compensation de la TVA et la taxe d'aménagement. L'excédent de fonctionnement capitalisé, il faut couvrir le déficit de la section d'investissement, donc on en avait parlé la dernière fois, 581 000 euros. Et les autres immobilisations financières, ça date déjà d'un certain temps, c'est l'annuité de l'emprunt pour le parking de la médiathèque, qui est remboursée par la régie des parkings. Les dépenses d'investissement, nous les avons assez largement évoquées lors du débat d'orientation budgétaire. Je pense que vous avez pu constater que les choses reprennent. Au chapitre 20, il y a les immobilisations incorporelles. Ça correspond essentiellement à des études. 58 300 euros, auxquels il faut rajouter, lorsque vous regardez le budget dans son ensemble, il faut rajouter les restes à réaliser qui s'élèvent à 63 000 euros, et donc on arrive à un total de 121 000 euros. Pour le chapitre 204, subvention d'équipement, pareil, 575 000 euros. Ça, c'est la participation pour la construction du rond-point de Carrefour Market et la participation à la construction de logements sociaux. Et il y a des restes à réaliser qui correspondent à 430 000 euros. Le chapitre 21, les immobilisations corporelles, donc des travaux, 3 millions d'euros. Ça correspond à des travaux de voirie, d'aménagement, dont on a parlé de manière assez détaillée. On pourra revenir dessus éventuellement. Chapitre 23, les immobilisations en cours, 1 700 000 euros. Ce sont également des travaux. Et le chapitre 16, remboursement des emprunts, bien entendu, 2 518 000 euros. Ça correspond à la somme de l'annuité de la dette, donc intérêt plus capital, 768 000 euros, et au remboursement du CLTR dont on vient de parler, 1 750 000 euros. Certains travaux pouvant être subventionnés, des demandes seront faites auprès de l'ensemble de nos partenaires, régions, départements, agglomérations et préfectures. Alors, après, le rapport de présentation parle des budgets annexes, mais nous y reviendrons lors du vote de ces budgets annexes. Voilà, je pense qu'il y a des commentaires ou des questions. Je vous écoute. Alors, il est à noter en effet une augmentation Madame Cercio. Une augmentation très importante au chapitre 22 des dépenses imprévues, comme vous l'avez souligné, donc de 580 000 euros.
puisque l'on passe de 120 000 euros au compte administratif à 700 000 euros au budget primitif, effectivement. Donc le matelas de sécurité est de 700 000 euros pour cette année. Alors nous validons ce principe, effectivement, de prévoir une somme globale au chapitre 22 des dépenses imprévues, plutôt que de gonfler les chapitres ligne à ligne. En parallèle, il est à noter 3 baisses importantes depuis le début de votre mandature, en 2014, j'entends. Donc le chapitre 62-28 divers, qui accuse donc une baisse globale de 38% entre 2013, je parle de 2013 pour qu'il y ait une bonne comparaison globale donc, du mandat, et aujourd'hui, puisqu'au BP 2013, nous avions 650 000 euros contre 400 000 à ce jour. Le chapitre 62-32, fêtes et cérémonies, qui ne cesse d'être réduit, et encore plus cette année, puisqu'au BP 2013, donc 550 000, BP 2014, 310 000, BP 2015, 290 000, et au CA même 210, et BP 2016, donc 205 850 euros. Donc cela représente une baisse en 3 ans de ce poste, qui, je le rappelle, regroupe principalement les animations de la commune de plus de 60%. Et le chapitre 65-74, les subventions aux associations qui ont aussi subi une baisse de 20% entre le BP 2013 et celui de 2016. Nous passons de 600 000 à 490 000. Donc si nous pouvions comprendre la prudence de l'année dernière au regard des résultats et des ratios, il semble légitime d'amorcer dès cette année une révision à la hausse de ces postes. Nous proposons ainsi de réduire les dépenses imprévues de 700 000 euros à 500 000 euros, ce qui est toujours très nettement supérieur à celui de l'année dernière et maintient un confortable matelas de sécurité malgré tout, afin d'attribuer environ 150 000 euros de plus aux animations, soit 350 000 euros, et 50 000 euros de plus aux associations, afin d'enclencher une politique de dynamisme et de redonner un peu d'air à chacun. Nous souhaiterions également voir revenir le petit train, qui est un outil touristique très important, dont le coût réel est de moins de 15 000 euros. Voilà pour ce qui est du fonctionnement. Je pense que vous allez nous apporter quelques éléments de voir si vous seriez d'accord avec notre proposition, peut-être. En tout cas, elle a le mérite d'être claire. En ce qui concerne les postes que vous avez retenus et constatés, pour lesquels vous avez constaté des baisses, alors animation, fêtes et cérémonies, effectivement, il y a une baisse des budgets, mais ça ne correspond pas à une baisse des prestations, dans la mesure où on a de plus en plus recours à des partenariats et on fait fonctionner les animations pas uniquement à coup de subventions. Et je préfère vous répondre par des exemples concrets de manifestations qui vont avoir lieu. Ce que je peux vous assurer, mais ça les bandolets le jugeront au cours de l'année et notamment pendant l'été, la qualité des animations ne sera pas diminuée, bien au contraire. Donc je pense qu'il est plus intéressant que vous ayez quelques exemples de nos projets. Et pour cela, Madame Sarkissian va prendre la parole puisque c'est l'adjointe aux animations. Alors, certes, par rapport à ce qui vient d'être exposé, nous sommes conscients que nous devons tous faire des efforts, mais sans diminuer toutefois la qualité. Donc, on va faire des choses un petit peu différemment et faire fonctionner l'innovation. Donc, ce que je peux vous dire par rapport aux animations et à la partie culturelle de la ville, nous travaillons avec Marc Davin et avec tous nos services, avec tout un programme bien sûr d'animation qui est mis en place, où nous attendons la validation de certains événements plus particulièrement, mais dans la globalité, sans vous dévoiler précisément ce qui est planifié, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons planifié à ce jour 88 événements qui vont avoir lieu dans la ville cette année,
88 événements où des dates sont fixées, où déjà des dates sont prises avec des animations sur toute la ville. Donc ça, c'est déjà planifié, les dates sont posées, les partenaires ont été retenus, avec bien sûr des moments phares. Nous sommes une station balnéaire sur la période de juillet-août, mais pas seulement, où 3 festivals particuliers vont avoir lieu. Nous allons ouvrir la saison avec quelque chose de tout à fait innovant, en partenariat justement avec Laurent Fréani au niveau des commerces sur la ville, où ça sera vraiment le clou. Ça, je peux peut-être quand même vous en parler sans vous dévoiler tout le reste de la saison. Mais 88 événements planifiés sur la saison, vous imaginez que ça va être quand même assez festif au niveau de Bandol. Ah, non, sur l'année, pardon, 88 éléments, 88 événements oui, tout à fait, qui sont planifiés. Non, pardon, sur la saison, 88 éléments, qui va donc du 15, pour moi, qui va du 15 juillet jusqu'au 30 août. À l'intérieur, donc pour l'ouverture de la saison, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura, en ouverture de saison, dès fin mai, donc le 28, 29, 30 mai, un événement qui va avoir lieu, entre mer et air, où nous allons faire venir, grâce à certains partenariats mis en place, donc un crew, on peut le dire puisque tout est calé, donc des animations avec des canadaires, donc entre air, donc on aura le ciel et la mer qui seront associés à cet événement, avec un colloque spécifique à l'intérieur qui a été mis en place avec Laurent Fréani sur les rencontres de la mer. L'idée, c'est de pérenniser cet événement chaque année, de lui faire prendre une ampleur au fur et à mesure assez importante. Donc ça va être vraiment le clou de départ sur 3 jours festifs où nous attendons beaucoup de monde sur la ville. Donc ça, c'est un premier événement avec des noms, des pointures sur l'événement. Donc on va vous communiquer très vite au niveau du site de la ville, tout va être exposé. Donc ça va être le départ de la saison. Ensuite, il va y avoir en clôture un festival tout à fait novateur aussi sur la New Romance qui terminera la saison, où là nous attendons avec nos partenaires jusqu'à entre 2500 et 3000 personnes sur Bandol, où on s'adresse plutôt à un public féminin, où on va associer pleinement et complètement tous les acteurs économiques de la ville, notamment nos commerçants. C'était vraiment la condition avec laquelle on voulait fonctionner avec cette entreprise parisienne, où là on attend des gens qui viennent du monde entier. L'idée, bien sûr, est de en tout cas faire rayonner notre ville au maximum par ailleurs. À l'intérieur de la saison, donc différents, bien sûr, il va y avoir 2 festivals, un festival de jazz, un festival qui va s'adresser plus au niveau de nos jeunes, ou avec des points de musique différents sur toute la ville. Donc des points de musique bien sûr sur la place de la Liberté, mais pas seulement. L'idée étant quand même d'associer toute la partie du quai avec la partie donc extrême du casino, en remontant bien sûr jusqu'aux allées Vivien. Et bien évidemment, grâce, comme nous l'avions évoqué la dernière fois, grâce à l'apport du casino, des événements quand même majeurs où là on peut aller chercher nos têtes d'affiche dont on a l'habitude au niveau de Bandol. Donc là, les dates sont prises, les choses sont planifiées. C'est vrai que dans l'idée, je vous avais préparé, donc ça va s'appeler les nuits latines, les nuits Barclay, les nuits vinyle, la nuit bien sûr classique, un festival de jazz aussi classique de renom avec des stars quand même qui sont internationalement reconnues. En tout cas, il y aura tout public. Tout public sera bien visé, on n'oubliera personne, à la fois les jeunes, à la fois le tout public, à la fois les personnes plus âgées, de façon à pouvoir satisfaire au maximum les bandolés et garder un peu les panaches de notre ville. Avez-vous besoin de plus de renseignements ou ça ira ? Alors, majoritairement, oui. Alors, sur la partie juillet-août, oui. Dans certains événements, moi, pour avoir échangé avec notre maire, l'idée était, la grande ligne directrice, c'est d'associer tous les bandolés. C'est de faire des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, c'est-à-dire, par exemple, l'illustration de l'événement du 28-29, ça sera de proposer aux bandolés, sur inscription, à des listes, de façon à ce que tous les gens du yacht club et tous les bateaux autour de notre ville puissent encadrer
entre ciel et mer, hein, donc ça va être vraiment de faire venir ces canadaires avec les bateaux en dessous, et c'est de faire profiter à certaines personnes qui le souhaitent. On va ouvrir à l'Office du tourisme des listes d'inscription, les gens pourront s'inscrire. Alors symboliquement, il y aura une petite somme par rapport à un apéritif qui sera offert sur les bateaux, puisque les gens vont automatiquement pouvoir s'inscrire et aller faire un tour de bateau dans la baie en voyant des canadaires circuler, ainsi que des drones, des hélicoptères. Enfin, l'idée, c'est vraiment de rendre les choses plus festives, d'attirer bien sûr plus de monde, et surtout de sous-tendre bien sûr d'associer nos acteurs économiques, hein, les commerçants, à tout cela, de façon à pouvoir travailler avec eux en pleine intelligence. Alors, les grands partenaires, je peux vous le dire, ça, je peux bien sûr vous donner quelques informations, mais nous allons pouvoir compter quand même sur des hôtels qui vont nous aider aussi au niveau des artistes. Donc, des hôtels, nos vignerons, hein, où on travaille main dans la main avec l'association des vignerons, enfin le syndicat plus précisément, et les hôtels de grand renom, hein, type le Delos et l'Île Rousse, qui nous accompagnent sur toutes nos démarches. Voilà. Sans dévoiler précisément le programme, parce qu'on est en train vraiment de finaliser les dates. Hein. Mais je tiens tout ça à votre disposition, bien évidemment. Hein. C'est gentil. Merci. Pour répondre sur les dépenses imprévues, Monsieur Trani. Oui, Madame Cercio, pour éclairer votre préambule sur le petit train, la dotation n'est pas de 15 000 €, mais je pense qu'elle est de 45 000 €. Aujourd'hui, si vous voulez, le petit train sera là. On peut vous le confirmer sans que ça coûte un centime d'euro à la commune, puisque le gérant du petit train fera payer les tickets directement à sa clientèle. Donc la commune fera cette économie-là. Merci. Oui, Madame Cercio. Sauf erreur. Hein. Bon, le petit train, c'est une bonne nouvelle. Qu'il ne soit plus gratuit, c'est dommage. Par contre, sauf erreur, alors 45 000 €, c'était le prix rémunérateur, dirons-nous, mais sans compter en fait ce que coûtaient les 2 bus de remplacement, les rotations de bus qui remplaçaient la ligne petit train. Ça a été inscrit dans le bulletin de la ville que la dépense réelle était de 14 000 et quelques euros. Parce qu'en fait, il fallait déduire les dépenses qui suivaient le remplacement. L'an passé, effectivement, la desserte a été assurée de manière compensatoire par les bus. Effectivement, ça a coûté, je ne me rappelle plus, entre 15 et 20 000 €. Et donc, nous n'aurons pas cette dépense cette année. Pardon ? Non, c'est un constat, c'est l'usager qui prendra le relais. C'est toujours une difficulté dans ce genre de cas, c'est que soit on fait payer par l'impôt, soit on trouve une autre manière. Celle-ci, je pense que c'est un bon compromis, sous réserve que le prix du ticket ne soit pas élevé. Je ne sais pas s'il est déjà déterminé, je pense que ça sera aux alentours de 3, le ticket sera autour de 3 €, je pense. Me semble-t-il. Pour ce qui est des dépenses imprévues, effectivement, c'est un choix. Jusqu'à présent, je vous demande un petit peu de silence, s'il vous plaît. Jusqu'à présent, en tout cas jusqu'en 2014 y compris, les dépenses imprévues n'étaient pas prévues, justement. Le chapitre était vide. Et il y avait des crédits qui étaient ouverts, on va dire, un petit peu de manière pas très transparente, dans une multitude de chapitres, et pour un montant à peu près équivalent. En 2015, donc, il a été décidé de créer un compte, d'ouvrir des crédits au chapitre 022 pour ces dépenses imprévues. Alors effectivement, le montant cette fois-ci est nettement plus élevé, mais ça a le mérite d'être justement transparent, c'est-à-dire que si on doit toucher à cet argent, ça demandera une délibération en conseil municipal, et donc tout le monde pourra vérifier la validité de cette dépense. J'espère qu'on n'arrivera pas à ce montant, mais sachez quand même que le législateur a prévu un montant important,
puisque là nous sommes à 3,3% en dépenses imprévues, et on peut aller jusqu'à un maximum de 7,5% par rapport aux dépenses totales, ce qui représenterait plus d'1,5 million €. Voilà. Donc par rapport à ce qui est autorisé, ça reste largement raisonnable. Mon but n'est pas de piocher là-dedans pour rajouter des dépenses qui ne seraient pas absolument nécessaires. Ça contribue, je pense, à la bonne gestion, transparence, et également on aura besoin, pour pouvoir investir, d'avoir un petit peu de réserve, parce qu'encore une fois, ce qui nous attend n'est pas tout à fait rose. Pour ce qui est des subventions, alors effectivement, il y a une baisse des subventions, mais je l'ai indiqué tout à l'heure, cette baisse n'est pas une vraie baisse, puisqu'il y avait 114 900 € attribués aux pointus pour l'organisation du tricentenaire, et cette somme n'est pas reconduite, bien entendu. Donc en réalité, il y a une augmentation. Je n'ai pas fait le calcul précisément, mais il doit y avoir à peu près 40 000 € de crédits ouverts en plus pour les associations. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va donner 40 000 ou 50 000 € de plus aux associations, mais on a la possibilité d'aider peut-être davantage des associations qui apportent une plus-value importante pour la ville, c'est-à-dire en termes d'image, en termes de participation aux animations, en termes de culture, en direction des jeunes ou des moins jeunes. Et nous allons regarder de près l'attribution de ces subventions. La tâche a été confiée, bon, bien entendu, au service de la commune, mais également à deux élus, qui sont Marlène Nadjarian, qui s'occupe des associations, et Jean-Michel Maès, qui s'occupe de comptabilité. Et nous allons regarder de près, de manière à peut-être diminuer des subventions quand elles ne sont pas justifiées, mais aussi peut-être de les augmenter lorsque il y a cette valeur ajoutée dont je vous parlais. Voilà, réponse pour vos questions. Y a-t-il, Madame Nadjarian? Justement, concernant les subventions des associations, nous avons décidé, avec Jean-Michel Maès, de voir cas par cas ce qui n'était pas fait jusqu'à présent, de regarder bien le dossier, et selon l'état, selon les papiers, disons, bon, si tout est complet, si tout est correct, il n'y a pas de raison, et puis nous ferons attention justement à ce que les associations participent à l'animation de la ville. Donc nous serons beaucoup plus, disons, indulgents avec celles-ci que d'autres qui demandent des subventions, disons, pour faire tourner leur association. Voilà. Donc je confirme bien que nous ferons très attention à ça. Voilà. Et vous aurez le résultat au moment voulu. Il y aura peut-être des surprises, mais c'est fait pour ça. Voilà. Merci. Y a-t-il Madame Cercio? Qui s'occupait des associations l'année dernière déjà? Pardon? Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui s'occupait des associations? Puisqu'a priori, donc, les dossiers n'étaient pas traités, enfin, pas suffisamment traités en profondeur. Pardonnez-moi. Cette année, nous allons faire cas par cas. Un peu plus, on va dire, Absolument. que ce qui se faisait avant. Je vous Nous allons remercie. étudier le dossier beaucoup plus. Je ne pense pas que ça soit indispensable de rechercher des coupables dans l'affaire. Autre question? Monsieur Vivier? Je voudrais revenir sur le petit train. Par définition, un service public n'est pas rentable du tout, jamais. Je suis bien placé pour le savoir. Ma question et mon inquiétude sont la suivante. Si ça ne marche pas, ça veut dire que si le gars qui gère le petit train ne rentre pas dans son argent, est-ce qu'il vous a assuré qu'il continuerait le service? On ne va pas se retrouver peut-être au bout d'un mois avec quelqu'un qui va dire je ne rentre pas dans mes frais, j'arrête. Vous avez de ce point de vue-là un contrat, quelque chose qui vous rassure? Alors, je n'ai pas les tenants et aboutissants du contrat, j'espère que c'est prévu, qu'ils ne partent pas en cours de route. Là, je me retourne vers les services
Madame Moreto va pouvoir nous renseigner. Je pense que ça doit être verrouillé, ça. Mais est-ce qu'il pourrait arrêter au bout d'un mois en disant ça marche pas? D'accord, donc il a la possibilité, s'il le souhaitait, d'arrêter. Donc vous avez la réponse, effectivement, ce serait un petit peu dommage. J'espère que ça ne sera pas confirmé, en tout cas, cette hypothèse. J'ose espérer aussi, comme c'est quelqu'un avec qui on travaille depuis quand même quelques années, qu'il a réfléchi avant de se lancer dans cette aventure. Parce qu'il y a certainement une différence sensible entre le nombre de personnes qui prennent un transport gratuit et quelqu'un qui prend un transport payant. Il va y avoir certainement un écart. Donc espérons que ça marche. Je le souhaite aussi. Compte tenu des relations qu'on a avec cet exploitant, je pense que si ça n'était pas tout à fait rentable, il terminerait quand même la saison, quitte à ne pas reproduire l'année suivante. Et rien n'empêche en cours de saison d'étudier son problème si jamais il en avait un. Parce que voilà comment ça fonctionne en règle générale. On a un contrat avec une ville et lorsqu'on appose des horaires à un portelier d'arrêt ou un abribus, c'est un contrat qu'on a avec le client et avec la ville. Donc c'est par le fait qu'il s'engage à transporter les gens pendant le mois d'été. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe. C'était un peu mon inquiétude parce que tout d'un coup, de passer un transport gratuit pour les touristes à 3 €, il peut y avoir une baisse de fréquentation. Donc ce que vous conseillez, en fait, c'est de rajouter une clause qui l'oblige à terminer, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on peut encore le faire? Effectivement, donc du coup il faudrait partir sur un dispositif juridique totalement différent puisque là c'est l'occupation du domaine public, donc mise à disposition. Si on part sur une contrainte de ce type, il faut établir un contrat différent. À partir du moment où il y a un dépliant avec des horaires, il y a un contrat. C'est un contrat. C'est à vérifier. Ben, on va se pencher pour voir s'il y a une solution qui garantisse qu'il n'y ait pas d'interruption en cours d'été, effectivement. Je vous remercie. Merci à vous. Monsieur Frani. J'ai rencontré personnellement le gérant du petit train. Donc bien évidemment, il a fait sa propre étude de marché. C'est pas un philanthrope, il est là pour faire du profit. Et croyez-moi que la solution qu'on lui a proposée, il a tout à fait adopté. C'est-à-dire que ça a été vraiment collégial. Donc ça a été donc délibéré de sa part. Nous avons proposé, lui il a accepté. Donc le petit train, à mon avis, il se fera et il sera pérennisé d'une part pour cette année et d'autre part pour les années à venir. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Oui, pardon, Madame Cercio. Concernant l'investissement maintenant, l'équilibre de la section donc, se trouve avec un nouvel emprunt donc de 1,5 million. Oui. La dernière fois, il semble que vous aviez précisé que l'organisme bancaire était la Poste, c'est ça? Il y a plusieurs organismes potentiels. Ah, c'est pas encore défini. Le taux, la durée? Alors ça, Madame Larousse va vous l'indiquer.
quelques secondes pour que vous ayez votre réponse. Allez-y. Il est de voter le compte-rendu après. On ne l'a pas voté, je crois, tout à l'heure. Exact. Ben, on peut en profiter. Hein. Oh, peut-être pas au milieu du but. Enfin, faites comme vous voulez, hein, vous êtes le maire. C'est pas évident. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh ben voilà, c'est fait. Pas d'autres questions? Madame Cercio? Alors, par rapport à cette réponse, donc, nous avons pris des renseignements auprès d'organismes bancaires finançant des communes. Et il est possible d'emprunter à moins de 1% dans les meilleurs cas et à 2,5% dans les plus mauvais cas. Le taux est donc effectivement lié à l'état de la situation financière de la commune. Nous devons donc nous assurer que la commune emprunte dans les meilleures conditions. Alors, nous voulons soulever un point très important pour nous, c'est que cela devrait commencer par la renégociation des emprunts en cours. À ce jour, la commune est engagée sur le budget de la ville à des taux allant de 3,5% jusqu'à 5%, sur des durées encore importantes, allant de 6 ans, j'évacue le 1 an et les 7 ans, donc allant de 6 ans jusqu'à 18 ans. La situation est la même sur les budgets annexes. Donc, il apparaît indispensable de travailler sur le financement de ces emprunts, soit prêt par prêt, soit faire un bloc de tous les emprunts et tout refinancer avec, par exemple, la Banque européenne d'investissement ou la Caisse des dépôts et des consignations. Nous pourrions obtenir au bas mot une marge de progression entre 1,5 à 2,5% à peu près. Il apparaît donc nécessaire de consolider notre situation financière à ce niveau-là avant de contracter pour nous un nouvel emprunt. De surcroît, nous ne voulons pas infliger de double peine aux bandolés, à savoir l'augmentation des impôts qu'ils ont déjà subis, les 8,3% plus les 20% pour les résidences secondaires, et un nouvel emprunt. L'emprunt se justifierait mieux si le choix avait été fait de rendre donc, du pouvoir d'achat aux bandolés par la baisse des impôts. Nous proposons donc, au regard de ces éléments, de ne pas emprunter le 1,5 million dans l'immédiat, afin de renégocier d'abord tous les emprunts, puisque vous n'avez avancé sur rien réellement encore, un petit peu, mais pas de façon précise. Donc de renégocier tous les emprunts et de commencer les investissements avec l'autofinancement généré grâce aux économies effectives et à l'augmentation des impôts, augmentation passée. Et également, évidemment, vous l'aviez souligné, de procéder aux demandes de subventions. Nous pouvons commencer à investir avec ce que l'on a finalement. Quand on voit les taux pratiqués sur tous les autres emprunts, que ce soit ceux de la ville ou les budgets annexes, on a envie de dire commençons par là. Enfin, on n'a pas envie, on le dit, commençons par là. C'est tout, monsieur le maire. Alors, en ce qui concerne les emprunts, c'est en cours de la renégociation. On a un conseil financier qui s'appelle Finance Active et nous travaillons avec eux. Pour ce qui est d'emprunter à moins de 1%, ben, on va leur en faire part. Je pense qu'ils vont être